Parlons Kinésio est un podcast dédié à la kinésiologie et qui a pour ambition d'explorer cette pratique alliant corps et esprit. Destiné à tous, des praticiens ou curieux, il aborde divers sujets, des techniques de kinésiologie aux témoignages inspirants de transformation personnelle. Avec des invités experts et praticiens, le podcast met en lumière comment la kinésiologie peut aider à gérer le stress, améliorer la performance et favoriser un équilibre harmonieux. Rejoignez cette aventure pour enrichir votre compréhension de la kinésiologie et découvrir ses bienfaits pour une vie plus épanouissante. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Saba El-Lili, kinésiologue, formatrice et créatrice de la méthode ECLA pour écoute créative du langage dans l'accompagnement. Installée à Nantes et formatrice au sein de l'ECAP de Nantes, Saba développe depuis plusieurs années une approche originale qui relie le corps, les mots, les métaphores et la qualité de présence dans l'accompagnement. À travers la méthode ECLA, elle invite les praticiens à écouter autrement. Écouter les lapsus, les répétitions, les images, les expressions, les jeux de mots ou encore le langage du corps pour faire émerger des prises de conscience profondes chez leurs clients. Alors installez-vous confortablement et parlons kinésio avec Saba. Saba, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Est-ce que Saba, tu peux commencer par te présenter aux auditeurs de Parlons Kinésio? Alors, je m'appelle Saba, je suis kinésiologue installée depuis 10 ans au cabinet. J'ai commencé la formation à transmettre en 2017. Là, bientôt, ça va faire 10 ans aussi. Et j'ai la chance de collaborer avec Xavier Ménien depuis cette époque-là. Mon parcours, à la base, c'est d'être publicitaire. Depuis petite, j'adorais jouer avec les mots, les idées. Et du coup, trouver ma place dans une agence s'est fait assez tôt et assez vite. Donc à 21 ans, j'avais déjà mon premier poste de conceptrice-rédactrice. Et c'est un métier passion, vraiment, que j'ai adoré faire aussi pendant 10 ans. J'allais dire un point de bascule, un accident de vie a fait que j'ai changé de voie. Et la kinésio que je connaissais parce que j'allais voir Xavier en séance, j'étais cliente, et je me suis dit, ah tiens, qu'est-ce que je fais d'autre comme métier? Et voilà, ça s'est imposé à moi au niveau du cœur, au niveau de l'intuition que j'avais peut-être quelque chose à faire dans cette voie-là. J'ai été formée à l'ECAP et depuis, j'ai toujours pas quitté le lieu. Et voilà. En gros, je suis une personne qui vient d'un milieu créatif et qui a continué la créativité, mais avec la kinésio. C'est quoi le lien, Saba, que tu fais justement entre tes débuts, ton parcours dans la publicité et la rédaction, et ce que tu fais aujourd'hui, que ce soit en kinésiologie ou à travers la transmission de ta méthode? En fait, pour moi, le point commun, c'est que quand j'étais publicitaire, je devais me mettre à la place d'une masse. Je me devais me mettre à la place d'un public cible. Et j'avais déjà cette capacité à imaginer c'était quoi les besoins, vraiment les besoins importants, les besoins réels, à me dire, OK, mais comment ils voudraient qu'on leur parle? Qu'est-ce qu'ils voudraient entendre? Qu'est-ce qui est juste pour eux, là, maintenant? Quel que soit le sujet, hein. Je pouvais travailler autant pour de la machine-outil que pour de la fenêtre, que pour du dressing, que plein de clients différents, puisque j'étais dans une agence conseil en publicité. C'était vraiment se mettre à la place de l'autre. Donc, ça requérait pas mal de connaissances en psychologie, en sociaux, évidemment, et cette notion de c'est quoi le message? Et en fait, avec la kinésio, c'est comme si ça avait fait juste la polarité inverse, c'est que c'était les gens qui me donnaient leur message. Et là, je me suis dit, ah, mais en fait, là, maintenant, je peux l'entendre. Moi, j'essayais de me mettre à leur place pour être écoutée. Et là, maintenant, c'est eux qui m'envoient le message et là, moi, je peux l'entendre. Et donc, j'étais comme ravie de pouvoir arriver à autant de subtilité, de délicatesse, de finesse avec du un à un et pas de la masse. Et moi, j'individualisais mes discours à l'époque. Quand je faisais des slogans, je voulais toucher les gens personnellement. Tu as créé du coup la méthode ECLA, écoute créative du langage dans l'accompagnement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'origine de cette méthode, comment tu as développé donc cette approche? Éclat, c'est mon bébé. C'est vraiment une méthode a émergé grâce à une de mes clientes, que je vais appeler Sophie pour l'anonymat.
Et en fait, j'ai travaillé avec elle sur plusieurs séances. Elle avait été abusée à l'âge de 23 ans euh, pendant un été en Afrique parce qu'elle intervenait en humanitaire, dans l'humanitaire. Plusieurs années après cet événement, du coup, on s'était rencontrés. Elle voulait tester la kinésiologie pour dépasser ses blocages, blocages qui étaient psychiques et physiques. Elle voulait rencontrer un nouveau partenaire en sécurité et pour elle, se sentir en sécurité avec un homme, c'était compliqué. Donc on avait fait un travail déjà autour du corps, toutes les métaphores autour du corps, on les avait écrites, dessinées, on avait fait pas mal de choses comme ça. Et puis c'est avéré qu'en début juillet, elle vient dans le cabinet et ce jour-là, il faisait pas particulièrement chaud, mais quand elle faisait les points du cerveau, dans les pré-tests, elle dit je me sens poisseuse. Et l'objectif qu'elle avait posé, c'était je me sens en sécurité avec un homme. Et donc j'ai utilisé je me sens poisseuse comme une métaphore, alors qu'elle disait qu'elle était poisseuse parce que ça collait, on était en juillet, il faisait chaud pour elle. À combien tu sens avoir la poisse avec les hommes? Donc j'ai transformé la réponse de son pré-test en question métaphore. Et là, elle me dit, mais carrément, mais j'ai la poisse à 8 sur 10 avec les mecs. J'ai vraiment pas de peau. Et elle utilise cette expression. Et moi, c'est pas resté anodin, cette expression dans ma tête. Je dis, mais pas de peau, pas de peau. Et comme déjà, elle avait exprimé que la poisse, alors c'était dans le corps, pas de peau, c'était aussi dans le corps puisque elle m'avait bien expliqué que quand elle avait été violée, elle avait eu l'impression d'avoir été pelée, que sa peau s'était enlevée. Donc pas de peau, et avait comme ça une inscription chez elle très physique, très kinesthésique. Donc j'ai entendu l'expression comme au pied de la lettre. Et je me suis dit, ah oui, quand elle dit qu'elle a pas de peau, elle a vraiment pas de peau avec les mecs. Donc j'ai pris la mesure de son vécu. Et à partir de là, j'ai fait des recherches pour comprendre est-ce que les expressions de notre langage courant, est-ce que les mots qu'on dit ont une empreinte sensitive, une empreinte dans notre corps. Et voilà, après mes recherches, ça a été plus ou moins validé et je suis encore en cours de... Là, j'expérimente encore avec mes clients, mais vraiment à chaque fois, je vois que les expressions du corps sont vraiment reliées à une expérience. Elles sont pas anodines. Et pour elle, la concernant, avoir la poisse, se sentir poisseuse, en fait, quand ça lui est arrivé, donc c'était en Afrique, il faisait très chaud. Et elle m'avait exprimé là, ce ventilateur au-dessus du lit, et elle se sentait collante. Vraiment avoir la poisse. Donc voilà. C'est vraiment grâce à cette cliente que j'ai pu passer de l'expression à l'expérimentation. Quand tu dis les mots sont des pelotes de vie dont on peut tirer la ficelle avec délicatesse. Alors j'aime beaucoup cette citation et j'avais envie que tu nous expliques dans le cadre d'une séance avec une cliente ou un client, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Un peu comme je le disais juste avant, les mots sont inscrits comme dans le corps. Et si on va les entendre dans leurs métaphores, dans les jeux de mots qu'il peut y avoir, c'est comme un fil qu'on tire entre ce qui est dit et ce qui est vécu. Et en fait, ce qui me touche, moi, c'est ça, c'est que on tire un fil très fin et en fait, on voit que il y a une pelote qui peut arriver et on commence ensemble à faire le dessin de l'événement qui retentit pour la personne, qui est de l'ordre de son passé. Et si on amène cette écoute active, cette écoute créative que je propose, on voit le dessin se faire. Et c'est comme de la dentelle. En fait, on a tiré le fil et on voit le dessin se faire et la merveille qu'est l'humain, qu'est le corps, qu'est l'expérience vécue. Et que ce n'est pas parce que l'expérience a été douloureuse qu'elle va rester douloureuse, parce qu'avec la kinésie, on sait qu'on peut transformer ça. Et j'aime bien ce jeu de mots entre douleur et vous voyez la lettre L, si on la courbe un petit peu, ça fait un C, ça fait douceur. Et en fait, je crois vraiment que la douceur, j'en suis persuadée, est une porte ouverte pour transcender la douleur. C'est pour ça que dans nos protocoles, on demande, avons-nous la permission de travailler à 100% de manière douce? Et moi, cette question,
Elle a vraiment été très importante dans mon parcours personnel et mon parcours de kinésiologue parce que sans ça, je crois que j'aurais pas touché ces fils-là, les fils de conscience, ces fils de sens et ces fils d'histoire, en fait, qui appartiennent aux gens. Est-ce que tu as remarqué des transformations suite à l'utilisation de la méthode éclat? Est-ce que par rapport à avant, quand tu pouvais utiliser peut-être juste les métaphores simples du Touch for Health, et après, en allant un peu plus loin, est-ce que tu as senti des transformations? Est-ce que les gens te le disent, qu'ils ont vécu des choses après la séance? Bah oui, nettement. J'ai eu des retours enfin, les personnes ont l'impression que je fais de la magie. Ils se demandent mais comment elle sait? Et j'avais une cliente qui m'a écrit un texte. J'étais vraiment touchée. En fait, elle était venue avec une capsulite. C'est une sorte de poche d'eau au niveau de l'épaule. Donc, ça s'appelle bursite ou capsulite. Et donc, je lui demande quel mouvement elle ne peut pas faire. Et c'était avancer son bras pour faire de la couture. Alors qu'elle, elle est graphiste publicitaire aussi, dans la publicité. Et elle a un deuxième métier coup de cœur qui est faire des doudous. Donc, elle utilise sa machine à coudre. Et depuis 1 an et demi, elle avait du mal à l'utiliser parce que son bras était bloqué. Et, hum, et je lui dis, mais ça te fait comment? Vraiment, je lui demande la sensation. Ça te fait comment quand tu utilises ton bras? Elle me dit, ah bah, ça me fait comme une piqûre de rappel. Je vois que je bloque, je peux pas tendre mon bras. Dans tout ce qu'elle a dit, moi, mon cerveau, il a entendu piqûre de rappel. Et bon, je suis vraiment comme une enfant. J'ai mon cerveau qui me dit, quel rappel elle a passé et qu'elle n'a pas aimé? Quel est le rappel, le vaccin, le rappel qui n'est pas passé? Ça me fait une piqûre de rappel. Et donc, je pose la question, aurais-tu fait un rappel de vaccin que tu aurais mal digéré, vraiment qui aurait été bloquant pour toi? Parce que moi, je cherche finalement où est-ce que ça bloque pour avoir un retentissement. Et elle me dit, ben oui, mais c'est vrai que ça fait il y a 1 an et demi. Et donc, elle commence à faire le lien entre le début de la douleur à peu près et ce rappel. Non pas à cause du rappel en lui-même, et il n'y a pas de contre-indication avec la vaccination. Là, pour le coup, c'est qu'elle a dû se faire vacciner contre la coqueluche alors qu'elle avait déjà son rappel à jour parce que sa sœur lui a expressément demandé, lui a mis ça comme condition de sa venue en Australie. Sa sœur était enceinte en Australie et elle a demandé à ma cliente de venir que si elle faisait un rappel de coqueluche. Et alors qu'elle était déjà à jour. Et c'était vraiment un truc genre, pour elle, c'était sidérant de devoir refaire ce vaccin parce que sa sœur avait peur que si elle n'était pas vaccinée, elle perdrait son bébé, donc son doudou qui est dans le ventre. Je fais le lien avec le doudou. Ma cliente a été très touchée parce que sa petite sœur a perdu son doudou et toute la maison s'est mise en branle pendant plusieurs jours pour retrouver ce doudou perdu. Donc en fait, on avait un double retentissement. Il y avait la peur de perdre cet enfant et l'injonction à devoir faire ce rappel. Et le deuxième retentissement, c'était ce moment où sa sœur, qui est chère à son cœur, a perdu son doudou pour de vrai. Et donc, en kinésio, on a équilibré la perte du doudou, la relation, le moment. Et même pas 2 semaines après, elle avait plus de douleur. Est-ce que ta méthode éclat peut être utilisée, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment de la séance, si c'est une séance de 3-in-1 concept ou peu importe la séance, tu peux utiliser la méthode éclat? Oui, c'est une approche d'écoute. Donc, comme toute approche d'écoute, elle intervient au-delà de la technique et de l'approche de kinésiologie. Elle est là dès l'anamnèse, souvent dès les premières minutes, il y a des mots signifiants. Il peut y avoir des lapsus en cours de séance. Peut y avoir aussi le fait de rebondir sur le nom de la technique, quelle qu'elle soit. Des fois, il y a des jeux de mots qui arrivent. J'avais eu sur l'énergie yoïdienne une cliente et elle avait dit j'étais coupée de mon élan. Donc beaucoup, elle avait dit souvent dans la séance. Et l'énergie yoïdienne est sortie et c'était coupé. Alors je l'ai marqué sur le tableau, le coup et la paix. Et sauf que quand j'ai voulu écrire le coup, C-O-U, je l'ai écrit C-O-U-P, comme un coup.
ce que moi j'avais pas dans la tête. Et à ce moment-là, elle réagit, elle pleure et elle me dit, mais en fait, mon ex-mari m'a tellement menacée, il m'a étranglée, je me sentais. Et en fait, le fait que l'énergie yoïdienne ressorte, plus le vocabulaire qu'elle avait utilisé en début de séance, ça a fait un tilt, ça a fait un éclat. Donc des fois, même voilà, le nom des techniques, par exemple, la pompe du mollet. Donc mollet, des fois c'est les mots qui sont laids, les mots durs, les mots moches qu'on nous a envoyés et qui nous pompent l'énergie. Donc même la pompe du mollet, si je tombe dessus et que ça a du sens avec ce que m'a dit la personne au début, ben, pof, ça peut faire un éclat. Donc c'est assez transversal. C'est ça qui est beau dans cette méthode, et tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est une méthode d'écoute qui va au-delà des techniques. Euh, le précédent épisode avec Laurence Bastide parlait justement de ce thème-là, qui est accompagner l'humain au-delà des techniques. Est-ce que pour toi, c'est primordial de commencer par des méthodes d'écoute avant même d'aller apprendre des techniques? Est-ce que ça peut se faire en même temps? Comment toi tu vois euh, l'évolution d'un praticien en kinésiologie entre la technique et les méthodes d'écoute? Pour moi, c'est complémentaire, évidemment. J'ai, pour ma part, moi, commencé ma première année de kinésio avec le TIOC sans passer par le touch. Et le TIOC a quand même cet esprit d'écoute psycho-émotionnelle. Et en même temps que le TIOC, j'ai fait apprendre à mieux communiquer. C'est la méthode de Jacques Salomé avec Christophe Ménien qui l'a transmis. Et donc la combinaison des deux, pour moi, c'était genre juste une évidence. Je me suis même pas posé la question. Et aujourd'hui que je transmets les cours de posture, de savoir-être, des enjeux psychologiques, à l'ECAP de Nantes, eh ben, je vois bien que c'est indispensable d'avoir les deux en même temps, parce qu'on se retrouve assez fragile quand on accueille un client et qu'on a une anamnèse à faire. Si on prend juste bon bah je voudrais perdre du poids et qu'on n'entend pas derrière peut-être une blessure, ne serait-ce qu'un retentissement, ou on va rester figé sur cet objectif, alors qu'en fait derrière il y a peut-être je souhaite trouver ma place juste au sein de mon couple. Alors bien sûr, on va rester sur la notion de poids parce que c'est la demande client. Mais dès l'anamnèse, on peut déjà, comment dire, charrier au sens prendre avec nous, comme un filet qui attrape dans la mer des poissons. On va charrier avec nous du sens et donc de la conscience. La personne, quand elle va mettre comme objectif je perds du poids, eh ben elle va savoir que derrière il y a cet enjeu de place et de couple. Elle va pas juste commencer au stade 0. Ça fait que le corps, lui, comme il se sent entendu dès l'anamnèse, avec vraiment une écoute très globale et très fine, eh ben le corps derrière, au niveau des techniques, souvent elles sont beaucoup plus simples et beaucoup plus directes. Et parfois, si on fait équilibration temps présent et après équilibration temps passé, au temps passé, des fois on peut arriver même à la première séance sur des âges très jeunes. On n'est pas obligé de tomber du coup à 20 ans ou à 30 ans, mais on peut déjà être en récession à conception parfois, dès une première séance. Parce que cette écoute, elle est très enveloppante, elle est active, elle est participative, elle est créative. Donc on a différentes, j'enseigne quoi, c'est différentes fréquences d'écoute. Il y a vraiment différentes fréquences d'écoute. Il y a l'écoute ouverte, l'écoute silencieuse, la reformulation empathique. Tout ça sont des outils que moi j'ai en écoute et que je transmets. Tout comme il y a des outils en kinésio et qu'il y a des approches plus appropriées que d'autres suivant le moment. Donc on peut avoir les mêmes bagages, mais sur l'écoute. En tout cas, on peut être aussi outillé, je veux dire. Est-ce que tu penses que c'est plus simple pour certains que pour d'autres? Est-ce qu'on est avec une écoute active ou est-ce que c'est un don ou est-ce qu'on peut le développer? Est-ce que ça prend plus de temps pour certaines personnes que d'autres? Pour moi, l'écoute, ça s'apprend.
Vraiment, ça s'apprend. On peut avoir des dispositions à, euh, moi, pour ma part, avec éclat, disons que c'était quelque chose d'assez inné, que j'ai travaillé, que j'ai développé et que je continue encore à travailler. Mais quand je pense à apprendre à mieux communiquer, enfin, la méthode ESPER de Jacques Salomé ou la CNV ou d'autres, vraiment, ça s'apprend, ça se mûrit. Et en fait, derrière chaque outil, il y a une posture aussi. On oublie très souvent la posture, on reste sur le modèle, sur l'aspect process. Et dans les techniques d'écoute, même dans le management, c'est beaucoup utilisé, dans le marketing, c'est beaucoup utilisé. Donc moi, j'avais déjà un peu ça, mais j'avoue que ce que je n'avais pas encore touché, c'était la posture. C'est quoi l'état d'esprit dans lequel je suis quand j'écoute en méthode ESPER? C'est quoi la posture dans laquelle je suis quand j'écoute en myostésie? C'est quoi la posture quand j'écoute avec éclat? Voilà, c'est pas la même posture en fait. C'est comme en 3 en 1. C'est pas la même posture qu'en touch et qu'en éduca. Moi, je fais vraiment le parallèle entre ces approches parce que je trouve que derrière chaque outil, il y a vraiment une essence et une qualité d'être qu'on va développer et qui va être propice à tel ou tel moment de la séance. Et à force de les utiliser, on gagne en fluidité, évidemment. Ouais. Mais ça s'apprend, ça s'entraîne, ça s'utilise dans le quotidien. Il y a des choses super qui peuvent être faites dans la vie de famille, dans la vie de couple, et qui seront, en termes de communication relationnelle, qui seront utiles en cabinet. C'est notre savoir-être qu'on peut dire. Ça va, est-ce que ta méthode, tu l'utilises déjà toi au quotidien avec tes proches et avec toi-même? Est-ce que tu arrives toi à intercepter des fois des mots que tu utilises dans une conversation et te dire ah, intéressant, pourquoi vous utilisez ce mot? Alors, j'utilise beaucoup pour moi. Disons que comme je l'avais déjà en bagage, faut voir que je connais très peu l'ennui. Je connais pas mal de personnes qui disent ah je m'ennuie, je m'ennuie. C'était des enfants qui s'ennuyaient, qui sont peut-être très HPI, je ne sais pas. Et moi pour ma part, l'ennui je connais pas parce que mon cerveau il cherche beaucoup d'idées, beaucoup d'associations d'idées. Et donc je peux me souvenir très facilement de prendre un mot et de le tournoyer dans tous les sens et d'imaginer ah oui mais il veut dire ça aussi. Et puis comme j'ai eu la chance de pouvoir faire des langues, voilà. Et donc aujourd'hui, bah, je sais qu'il y a quoi, il y a peut-être, je sais plus trop quand, mais toujours est-il qu'il y avait un mot, c'était s'exposer, pour devenir public, rendre public, bah, éclat ou d'autres choses. Et j'avais ce mot-là, s'exposer. Et je sentais que dans mon corps, même je suis kinésio, je sens ce que ça fait, ça me prenait aux tripes. J'étais là, ouah, mais j'ai l'impression de faire face à une montagne, m'exposer, c'est. Et donc j'ai posé le mot sur papier, s'exposer. Et derrière, il y avait ben déjà sexe. Et je me suis dit, ah oui, comment j'ai été éduquée par rapport à ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière d'un peu séducteur? Est-ce qu'il y a de l'attraction, de l'attirance? Comment je vais être vue? On s'exposer, il y a ça. Il y a poser. Je me suis dit, ah, il y a cette histoire de poser comme un modèle. Et après, j'ai encore décortiqué poser. Il y avait le fait de faire une pause dans sa vie aussi. Donc, bon, bref, j'ai joué avec ce mot-là et je l'ai comme descendu. Moi, j'appelle ça, je l'ai descendu. Et j'ai tricoté comme ça avec jusqu'à ce que quand je le revois, ben, le stress émotionnel n'était plus là. La charge émotionnelle négative qu'on a au début, ben, elle était plus là. Même j'ai vu les ressources cachées derrière. Il y avait l'exposition et en fait, il y a quelque chose chez moi parce que dans ma famille, on a tous un brin artistique, mais on n'ose pas le montrer. On n'a pas fait d'exposition pour le coup. Et voilà. Et je me disais, bah tiens, derrière s'exposer, il y a l'artiste. Et c'est peut-être cette fibre-là qui a envie d'émerger et pas forcément la. Derrière s'exposer, il y avait comment dire, le mannequin ou la personne qui est devant les artistes et qui est figée comme ça toute nue. Mais j'étais là, oh non, je veux pas être ça. Je veux pas être le modèle que les autres reproduisent. Enfin voilà, parce que ça fait penser à des impressions. C'est pas forcément des karmiques, mais c'est des impressions. D'être exposé comme ça ou de s'exposer avec des autres.
Et donc voilà, juste avec ce mot-là, j'ai pu tricoter, mais moi j'ai du plaisir à le faire avec les prénoms et les noms de famille. Donc pour mes proches, je me suis amusée surtout comme ça. Et c'est quelque chose que je transmets des fois en introduction de mon cours à l'ECAP de Nantes ou dans des stages et ateliers quand les gens veulent découvrir le langage des oiseaux. Voilà. Donc, j'utilise le fait de décoder son nom et son prénom. Et des gens qui me demandent, et je leur propose aussi sur mon site internet. Voilà, ça me demande un peu de temps, mais c'est chouette. Est-ce que ça t'arrive, ou ça t'est déjà arrivé en séance, d'avoir une personne euh, étrangère qui vient et qui va associer un mot français à un mot de sa langue maternelle et que toi, tu as réussi à attraper ça et à construire quelque chose avec? Quand j'ai des personnes étrangères, souvent quand elles arrivent en récession d'âge, je leur demande de s'exprimer plutôt dans leur langue d'origine, dans leur langue maternelle. Parce que en fait, le français, c'est quand même un peu alambiqué. C'est pas ta langue maternelle. Et souvent, quand on arrive dans quelque chose d'émotionnel, je leur dis, mais allez-y avec votre langue. Allez-y. Parlez-vous, parlez-vous. Comme vous auriez parlé. Et ça, c'est très chouette pour moi parce que, et ben, du coup, je rebondis sur les sons. Je m'attache pas forcément à la signification, mais plutôt au son, à l'allitération, à la prosodie, au jeu de mots. Et en fait, éclat, ce qu'il y a derrière pour moi, c'est comme des notes de musique. Les mots pour moi sont des notes de musique. Et en fait, on le voit avec une musique qu'on va composer, donc on utilise des notes, mais c'est les mêmes notes qui vont nous servir à faire une toute autre musique. Et je trouve ça intéressant avec les mots d'aller à cette source-là, de me dire, mais en fait, c'est du son. Le mot, c'est du son qui nous a imprégnés dans le corps. Donc, en fait, je le prends, je le remélange, bah, je fais juste une autre mélodie et celle-là, je la propose. Je l'impose pas à la personne, hein. J'ai rien à lui apprendre. Mais j'ai surtout à lui proposer un nouveau chant par rapport à ce qu'elle aimait comme son. Alors, ben, toutes les matières sont bonnes. Je veux dire, toutes les langues sont magnifiques pour ça. Et comme je disais, j'ai eu la chance de pouvoir apprendre très tôt pas mal de langues. Et, et de naviguer comme ça, même quand je vais à l'étranger, je n'aime pas aller à l'étranger sans connaître la langue du pays. Donc, je passe quelques mois avant à apprendre quelques mots d'usage où j'approfondis un peu plus quand même que les mots de base et j'y vais. Pour moi, c'est déconcertant de pouvoir d'aller dans un pays de pas connecter avec les gens dans leur langue natale. C'est pas à eux de faire l'effort d'aller vers moi, c'est à moi d'aller vers eux. Donc j'avoue, j'aime voir les films en langue étrangère. Ça, c'est ce qui me nourrit depuis longtemps, même sans comprendre. Du coréen à l'hindi, voilà, ça peut passer par vraiment des langues très différentes. Au turc, j'ai appris le turc juste pour pouvoir y aller. Mais voilà, l'italien, l'arabe, l'anglais, l'espagnol, ça, je les maîtrise. Donc, ça fait que je peux recevoir des clients dans ces langues-là et qui puissent parler en séance. Tu peux nous parler un peu de ton expérience de formatrice à l'ECAP de Nantes? Donc, tu as dit que tu t'étais formée à l'ECAP de Nantes et que tu transmets donc la méthode éclat. Est-ce que tu peux voilà, nous raconter un peu ton expérience? Alors, la méthode éclat, elle est issue de mon mémoire de fin d'année, de fin de cursus. Et quand Xavier a lu mon mémoire, il est resté un peu de marre, je me rappelle, à la fin de la certification, je me suis dit, mince, qu'est-ce qui s'est passé? Et il n'a pas fallu longtemps, genre quelques jours, pour qu'il vienne me voir. Il fait, Sabah, je dois te parler, ton mémoire, c'est un stage. Donc, tu le prépares et je le veux l'année prochaine à l'ECAP. Et je me suis dit, ah bon, d'accord. Et j'étais émue et à la fois, je sais que quand je l'avais construit, je visais déjà quelque chose d'assez sérieux, d'assez publiable. Enfin voilà, j'avais posé cette intention. Et maintenant, il fallait le mettre en forme pour être transmis. Donc voilà, j'ai volontairement pris mon temps avant que ce soit un cours obligatoire. Et ce que je peux te dire, c'est que je l'ai construit en me disant, ok, ça va, ce cours-là, tu vas en faire
Tu vas faire étape par étape. Comme les lettres de l'alphabet, bah, tu vas avoir ta première session, ce sera le A, la deuxième, ce sera le B, le troisième, ce sera le C. Et j'avançais pas à pas dans dans ce parcours de vie de cette formation, en imaginant que c'était les lettres de l'alphabet qui m'enseignaient aussi. Donc, tous les retours des étudiants, les expériences que je leur faisais faire, j'ai tout pris. J'ai vraiment tout pris. Et à chaque fois, j'améliorais la version d'après. Donc voilà pour Éclat sur cette méthode-là. Et aujourd'hui, ce qui est super, c'est que je propose plus de mise en pratique. Et parfois, moi, je suis cobaye parce qu'on fait des binômes. Et j'avoue que j'ai la larme aux yeux quand une des étudiantes a fait un éclat sur moi. Et de vous le dire, j'ai de l'émotion parce que elle avait touché pile au bon endroit. Et de recevoir une méthode, une approche qu'on a créée, c'est très touchant. C'est l'émotion. En fait, je dis, ah, ça marche et quelqu'un d'autre peut le faire. Il y a 2 informations qui sont importantes pour moi là-dedans. C'est 1, ça marche et 2, waouh, quelqu'un d'autre peut le faire, c'est super. Il y a vraiment quelque chose chez moi qui a très envie que d'autres personnes expérimentent cette approche et puis ce côté un peu magique sans être fou, quoi. C'est vraiment basé sur des choses très concrètes, quoi. Est-ce que pour toi, peu importe les disciplines, peu importe les méthodes, que ce soit la kinésio, la sophro, etc., est-ce que tu penses que les praticiens manquent de cette technique-là, manquent de cette subtilité-là dans l'écoute aujourd'hui? Bah, pour te répondre, je vais me baser sur les retours que j'ai d'étudiants qui ne sont pas formés à ces outils et qui viennent à l'ECAP pour. Et indéniablement, ils disent mais ça fait toute la différence. Je me sens plus ancrée, je comprends mieux ce qu'on me demande, je vois mieux la personne où elle veut en venir. C'est plus léger. Il y a vraiment tous ces mots-là qui arrivent. Moi, je pense que quelle que soit l'approche, c'est indispensable. Si possible, c'est indispensable. En fait, quand on intègre cette posture d'accompagnant, quelle que soit l'approche, on l'a. Et cette posture d'accompagnant, elle arrive vraiment avec cette relation aux outils d'écoute et à l'éthique qu'on a dans chacune de nos branches et à l'éthique globale de la kinésio. Si on reste chevillé au corps à cette éthique et qu'on rajoute vraiment cet aspect communication, écoute relationnelle, reformulation, présence, qu'on fasse de la sophro ou autre chose, mais on est équipé pour faire face à des enjeux. Parce que les personnes qui viennent, je suis parfois effarée de me dire, mais il y a des gens qui viennent qui sont polytraumatisés. Il y a des gens qui viennent qui sont avec des addictions lourdes. Il y a des gens qui viennent qui sont au bord du suicide. Et ça, quand t'es pas formé, j'avoue, c'est touchy. C'est touchy. Et nous, on a eu la chance à l'ECAP d'avoir été formés avec une psychologue, psychopraticienne, sexologue, enfin, une femme, c'était un monument sur pattes. Et je crois avoir acquis énormément d'elle. C'est pour ça que je peux le transmettre aujourd'hui. Mais sans ça, c'est, j'allais dire dangereux pour nous, mais aussi pour la personne en face. Et je trouve que c'est super de connaître nos limites de compétences. Et c'est en ça que faire les modules d'écoute et les modules de posture que j'enseigne, je parle un peu longuement de nos limites. Parce que c'est vrai que la kinésiologie est un outil magnifique et on peut faire plein d'objectifs, on peut aborder plein de thèmes, mais il y a une intelligence psychologique qu'il faut activer, qui est reliée à de la connaissance pour moi et qui est capitale pour dire ah là quand même je préfère vous donner le numéro d'urgence de voilà peut-être d'SOS suicide ou à ce moment-là bah, vraiment appeler votre psychiatre, est-ce que de vraiment vérifier si on a bien les contacts de tous les médecins.
Voilà, je sais que là, je parle de cette approche, de cette partie-là du savoir-être, mais parce que c'est indispensable de cette notion de communication, parce que c'est pas juste écouter l'autre, c'est vraiment l'entendre dans l'intensité où il est. Et parfois, des personnes, c'est pas, elles ont vraiment besoin d'un accompagnement pluridisciplinaire, j'allais dire, resserré, parfois aussi. Les personnes ont besoin d'un accompagnement resserré. Et faut vraiment sortir de notre toute puissance parfois, ou de notre timidité aussi. On peut être hyper fragile et se dire, ah non, je voudrais pas qu'il y ait tel et tel client qui vienne, et après on reçoit pas de clients. Et il faut juste être équipé. Pour moi, je me dis, on peut accueillir des personnes avec des difficultés, même quand on est en début de carrière de kinésio. Il faut être équipé des connaissances, un matériel avec nous aussi conséquent que nos approches de kinésio, aussi conséquent. J'avais envie que tu partages avec nous aussi, euh, quand certaines personnes sont sceptiques face à des techniques comme le langage des oiseaux, les approches symboliques, les métaphores, comment tu amènes ces techniques-là à ces personnes-là euh, sans forcément être dans une interprétation figée, c'est-à-dire j'ai entendu ça, ça ne peut être que ça. Ah, tout est dans le nom déjà d'éclat. C'est écoute créative du langage dans l'accompagnement. Donc en fait, le côté créatif et être dans la posture d'accompagnement fait intrinsèquement qu'on n'est pas dans ça égale ça. Moi, je refuse de dire, bah, par exemple, pour la personne qui a dit piqûre de rappel, lui dire parce que vous avez un vaccin là qui est pas passé. Bah non, en fait, j'en sais rien, moi, de cette histoire de vaccin. J'ai dit, est-ce que, et moi, je vais découvrir, en fait, je suis une exploratrice. On est, en tant que kinésio, on explore le vivant avec le client. Et cette dynamique-là, je l'ai verbalement, c'est juste la même posture, mais verbalement. Et il n'y a rien qui peut, moi, me faire, j'ai souvent détesté les choses préfabriquées, déjà faites. Et avec le langage des oiseaux, on a des poncifs. L'âme agit pour la magie. L'univers, être uni vers quelque chose, ensemble, l'univers. Bon, bah ouais, d'accord. Mais c'est tellement utilisé qu'on oublie qu'il y a peut-être encore d'autres sens et d'autres façons de l'utiliser et d'autres façons d'entendre. Et là est la créativité. C'est comme, je dirais, pour ceux qui connaissent le Three-in-One concept, le TIOC, il y a les traits structure-fonction. Les traits structure-fonction viennent de l'approche de morphopsychologie. La morphopsychologie, à la base, elle était très, bah, si tu as ces traits-là, alors tu es comme ci. Si tu as le front comme ça, alors ça veut dire que tu es ça. Et l'approche, mais, bon, j'allais dire révolutionnaire, mais hyper intelligente du TIOC, c'est de dire sous stress, tu actives cette dimension de toi. Mais c'est pas tout toi. Et ce trait ne te définit pas, ne te met pas dans une case. Ça ouvre une lecture possible de ce que tu vis dans cet instant. Quand je disais tout à l'heure de faire du particulier, c'est ça qui m'intéresse. Quand pendant la pub, je devais faire du général, et là, j'arrive à un endroit avec un métier où je peux faire du particulier, du unique, du spécifique, du singulier. Et ben, en fait, avec les mots, le langage des oiseaux, les métaphores, il n'y a rien de plus unique que ça. Et je vais juste donner une citation parce que je pense qu'elle résume pas mal ce que je veux dire. C'est donc Georges Lakoff et Mark Johnson, deux scientifiques que j'ai lus, dont j'ai pris les travaux. Ils m'ont aidé dans le sens où j'ai tellement lu et regardé que j'avais l'impression de les avoir à mes côtés. Et donc Georges Lakoff est linguiste, Mark Johnson est philosophe, et eux ils disent sans métaphore, nous ne pourrions pas parler de nos expériences les plus fondamentales. Sans métaphore, nous ne pourrions pas parler de nos expériences les plus fondamentales. Ça veut dire que tout notre quotidien, ils ont écrit un livre qui s'appelle Les métaphores dans la vie quotidienne. Tout notre quotidien n'est traversé que de métaphores. Les mots qu'on utilise, notre rapport à notre corps, il est entièrement métaphorique. Donc, comment convaincre des gens que c'est pas déconnant, bah, c'est
C'est notre nature même d'humain de parler par métaphore. Les mots quasiment ne sont que ça. Et puis il y a des expériences en neurosciences qui ont été faites pour montrer comment le cerveau réagit aux métaphores. Et donc voilà, si on a envie d'approfondir la question, c'est donc ce que ont développé George Lakoff et Mark Johnson, ça s'appelle la cognition incarnée, c'est-à-dire que notre connaissance, elle vient par notre expérience, elle n'est pas que intellectuelle, elle vient de l'expérience. Et puis du coup, il y a des scientifiques qui ont fait des IRM sur des personnes en leur faisant lire des expressions de la vie courante. Et il y avait la phrase « elle a vécu un dur moment ». Tout le monde sait ce que ça veut dire, elle a vécu un dur moment. Sauf que au niveau cérébral, les zones sensorimotrices liées à la dureté s'activaient. Donc le corps réagit à dur. Ils ont fait la même expérience avec « She looked at him sweetly » en anglais, ce qui veut dire « elle l'a regardé gentiment, tendrement ». Et ben les zones sensorimotrices liées au goût sweet, qui veut dire sucré, doux, étaient activées. Donc en fait, quand je parle, quand tu parles, quand nous parlons, notre cerveau, il commence déjà à activer des zones sensorimotrices. C'est-à-dire que l'aspect moteur est en action. À un degré infime, hein, mais ça commence déjà à se mettre en action dans le corps. Donc les mots, pour moi, c'est de la matière, c'est du réel. C'est pas quelque chose d'évanescent, d'impalpable, d'inutile. On a mis beaucoup sur la communication non verbale en disant 93% de la communication est non verbale, 7% verbale et tout. Déjà, ces études sont pas forcément vraies en termes d'échelle de pourcentage, elles sont à refaire. Mais c'est la combinaison. On s'est construit l'humain sur la parole et on a après développé l'écriture. Donc, on a vraiment créé des systèmes pour prendre le réel, pour que le réel puisse exister. Et ça passe par les mots. Le mot de la fin pour toi, ça va? Qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent de cet épisode? J'aime bien donc jouer avec les mots et je utiliserai cette citation de Lavoisier que je vais remasteriser. Rien ne se perd, tout se crée, S-E-C-R-E-T, se transforme. Je vous retrouve en septembre pour la rentrée avec de nouveaux épisodes, avec de nouveaux experts, de nouvelles thématiques passionnantes en lien avec la kinésiologie. J'espère que vous allez profiter de votre été. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Parlons Kinésio.